Aujourd'hui, je vais vous présenter le sujet suivant. En 2004, la France a adopté une loi interdisant le port du signe religieux ostensible dans les écoles publiques. Un signe est dit ostensible lorsqu'il est visible volontairement, sans volonté de dissimuler, voire avec l'intention d'être remarqué. Cette loi s'implique sur le principe de laïcité qui garantit la liberté de croire ou non, de pratiquer sa religion en privé ou en public dans le respect des lois de la République. Ce principe est ancré depuis la loi de 1905 qui sépare l'Église de l'État et impose la neutralité religieuse dans les institutions publiques comme l'école. À partir de 1989, plusieurs cas d'élèves, en particulier des jeunes filles musulmanes portant le voile, ont été signalés, certaines exclues de leur établissement. Cela a déclenché un débat national. En 2003, le président Jacques Chirac crée une commission Stasi qui recommande une loi claire pour éviter les conflits dans les établissements scolaires. Elle débouche sur la loi du 15 mars 2004 qui interdit le port de signes religieux visibles dans les écoles, collèges et lycées publics. Mais cette loi soulève une question importante. Peut-on protéger la laïcité sans exclure certains élèves ? Nous verrons d'abord les critiques faites à cette loi, puis les arguments de ceux qui la soutiennent. Cette loi va créer des inégalités. Donc même si cette loi s'applique à toutes les religions, elle impacte différemment selon les pratiques religieuses. Par exemple, une élève musulmane portant le voile devra l'enlever pour entrer au lycée, tandis qu'un élève chrétien portant une croix discrète autour du cou ou un juif avec une étoile de David sur un petit bijou pourrait être autorisé à le garder tant qu'il ne le montre pas ostensiblement. De plus, certaines traditions sont plus visibles que d'autres. Le voile islamique ou la kippa sont des vêtements extérieurs difficilement dissimulables. Cela peut donc créer un sentiment de discrimination chez certains élèves. Des organisations comme l'ONU ou la Cour pénale des droits de l'homme ont critiqué cette loi, considérant qu'elle peut être utilisée comme un outil d'exclusion, notamment envers les musulmans. Par exemple, en 2012, une élève de 15 ans a été exclue d'un collège à Mantes-la-Jolie, simplement pour avoir porté un bandana jugé religieux, alors qu'elle affirmait qu'il ne l'était pas. Ces situations montrent que la frontière entre ce qui est ostensible ou non peut être floue et laisse place à des interprétations arbitraires. Donc d'autres pays appliquent la laïcité autrement. Dans les pays comme les États-Unis, la laïcité protège la liberté religieuse des individus dans les institutions publiques. Un élève musulman peut y porter le voile, un élève juif peut porter la kippa, car la neutralité religieuse s'applique à l'État, pas aux individus. Cela prouve que d'autres formes de laïcité sont possibles, plus inclusives, tout en respectant la neutralité. Nous allons ensuite passer aux arguments en faveur de la loi. Donc, comme premier argument, il y a préserver la neutralité de l'école. L'école publique est un lieu neutre où doivent se former les citoyens de demain. En interdisant les signes religieux visibles, la loi veut éviter que la religion influence le cadre scolaire. Un exemple concret, dans certains établissements, des élèves ont refusé d'assister à certains cours, comme la biologie ou l'éducation sexuelle par exemple, pour des raisons religieuses. La neutralité vise à empêcher cela. Comme deuxième argument, nous avons l'égalité entre les élèves. À l'école, tous les élèves doivent être traités à égalité, sans distinction. En supprimant les signes visibles de religion, on évite des distinctions apparentes qui pourraient provoquer des rejets ou de l'incompréhension. Par exemple, dans certaines écoles, des élèves ont été stigmatisés ou moqués à raison de leur tenue religieuse, ce qui nuit à leur bien-être et à la vie scolaire. Donc, en troisième argument, nous avons lutter contre les pressions religieuses. Certains enfants, notamment des jeunes filles, peuvent subir des pressions familiales ou communautaires pour porter un voile, par exemple. L'école peut alors être un lieu où elles sont protégées de certaines contraintes, où elles peuvent construire leur liberté de penser. Donc, par exemple, une élève peut décider plus tard, en tant qu'adulte, de pratiquer ou non sa religion sans avoir été influencée trop tôt. Mais aucune étude n'a été prouvée que cela existe vraiment. En quatrième argument et dernier, nous avons préserver l'unité nationale. L'école a pour mission de renforcer le vivre ensemble. En interdisant ces signes religieux visibles, la loi vise à éviter les divisions entre élèves. Il arrive que certaines tenues provoquent des tensions, voire des conflits entre groupes d'élèves. La loi essaie de prévenir ces situations pour maintenir le climat scolaire apaisé. La loi de 2004 est donc au cœur d'un débat entre liberté individuelle et intérêt collectif. D'un côté, elle est accusée de discrimination de certaines religions, notamment l'islam. De l'autre, elle est vue comme un outil nécessaire pour protéger la neutralité de l'école, garantir l'égalité entre autres élèves et favoriser le vivre ensemble.
En réalité, cette loi soulève une question essentielle. Jusqu'où peut-on aller pour défendre la laïcité sans porter atteinte aux droits fondamentaux des élèves? C'est un débat toujours d'actualité qui interroge notre vision de la République, de la diversité et du respect des convictions de chacun.